You're Fait que, filthy. fait que clairement, Poutine les a vus et c'était l'objectif. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, le duo de retour cette semaine. Trump, Poutine, Zelensky. Vont-tu la faire, la paix, une fois pour toutes? Vont-tu arrêter de se taper dessus? C'est parce qu'il y a pas mal de monde qui creve dans les tranchées. Là. Ça va être correct à un moment donné. Ouais, c'est ça qu'on se demande tout. Hein. Regarde, j'ai quand même des textes qui ont été publiés de ce côté-là sur Pilule Rouge, texte de David Chabot sur Trump et Poutine en Alaska, rencontre ou piège diplomatique. Et un petit texte de notre ami Josh, Trump, Poutine et la panique des bien-pensants. Parce que, évidemment, pas besoin de te faire un dessin, Yann, que le commentariat, c'était assez prévisible. Trump, c'est un esti de cave, puis l'autre est un psychopathe. Puis bon, on est-tu vraiment surpris? Là? Je regarde le texte de Colique tassé, puis c'est là qu'on est. Là. Moi, je m'attendais à rien d'autre que ça. Là. Max nous dit qu'il y a un autre texte de David qui va sortir dans les prochains instants. Fait que sur Pilule Rouge, j'avais des textes reliés à ça, mais je voulais j'ai plusieurs clips à vous faire jouer, là, fait qu'on on essaie de pas trop perdre de temps. Là. Mais mettons qu'on résume un peu ce qui s'est passé. Donc, le sommet en Alaska, je me suis pris des petites notes là, pour être sûr de ne pas trop l'échapper, là, parce que des fois, il y a des petits détails. C'est beau l'Alaska au mois d'août, par contre. C'est vraiment beau. Savais-tu qu'on avait failli faire notre voyage de noces, moi et ma femme, en Alaska? On avait failli faire votre voyage de noces en Alaska. Pour vrai, on avait vraiment visé ça, mais on avait juste 7 jours disponibles. Puis malheureusement, la croisière qu'on aurait pu faire, ça a duré comme 8 ou 9 jours. Fait que ça rentrait pas dans l'horaire. Mais notre choix de voyage de noces, à moi et ma femme, c'était d'aller en Alaska. Ben, la croisière en Alaska, moi, ça fait un bout que je l'ai dans le Mirage aussi. Là. Ça a l'air vraiment nice. Tu arrêtes à Anchorage, je sais quoi l'autre affaire, Port Daniel ou quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est vraiment. Tu as des bases, tu peux aller visiter une base militaire qui date comme de la Deuxième Guerre, ou je sais pas trop. Là. Mais c'est vraiment intéressant de le faire. Je ne sais pas si je serais allé là comme voyage de noces, mais ça va être quand même cool. Là. Ça va être quand même cool. Au moins, tu n'as pas fait comme Bernie Sanders qui a fait son voyage de noces en URSS. Ça... sérieux? C'est un mythe, c'est pas vrai. Je pense que c'est vrai. Ben, en tout cas, si c'est pas vrai, dites-le dans les commentaires, là, mais d'après moi, c'est vrai. Ouais. Il faut que tu sois communiste il y a un peu pour faire des affaires de même. Ah ouais, c'est quel message que tu envoies, là, quel message? Dans le cas de Bernie, c'était pas la Russie, c'était vraiment l'Union soviétique. Là. Exact. Oh boy. Donc, c'est ça. Le sommet se passe à Anchorage, en Alaska. Hey, on a les détails même du menu, si ça vous intéresse. Là. Puis, savez-vous pourquoi? Parce que, ben oui, c'est pas des jokes, là. C'est qu'il y a un paquet de documents. En fait, il y a un document de 8 pages qui a été laissé sur une imprimante de l'hôtel Captain Cook à Anchorage. Quoi, c'est Maxime Bernier qui était là ou? Probablement, avec, je sais pas si la madame était là aussi. Là. Hey, petite parenthèse sur Maxime Bernier, il est complètement repenti. C'est maintenant quelqu'un de respectable. Oui, il est dans le camp du oui maintenant. Hey, c'est spécial, hein? Donc, il a racheté son ciel, comme on dit en québécois. En pleine campagne d'Arthabasca, tu vois Maxime Bernier se faire planter par Pascal Bérubé quand Éric Duhaime veut annoncer une genre d'annonce. Il dit on a un appui important à présenter, tout ça. Pascal Bérubé va sur X et ridiculise Éric en mettant une photo de Maxime Bernier en disant est-ce que c'est ça, la candidature spéciale d'Éric Duhaime? Tu sais, Maxime Bernier, franchement. Une couple de semaines après, Maxime dit moi, je vais voter oui. Gardez-moi une place dans l'autobus. Hey, hein, ça, c'est des bons appuis. C'est juste des putes, les péquistes, finalement. Peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait ou ce qu'on pense. Tant qu'on vous supporte, vous autres, let's go, vous êtes dans la gang. Mais si t'es contre nous autres, par exemple, t'es un salaud. À un moment donné, ça devient ridicule un peu, ce jeu politique. Là. Commence à ressembler à ça. Donc, au menu, il y avait... je vais vous trouver ça, là. Je l'avais quelque part ici. Donc, le filet mignon, le flétan Olympia et la crème brûlée, incluant en entrée la salade verte.
Donc, non, c'est pas des jokes, c'est le Daily Mail, en fait, qui a sorti ça. Parce qu'il y a vraiment un document qui est oublié sur une imprimante dans le couloir de l'hôtel. Donc, c'est ça qui est arrivé. The menu for Donald Trump and Vladimir Putin Summit Lunch. Donc, il y a vraiment un document qui a été, garde, on le voit ici, là, green salad with champagne vinaigrette. Au moins, Samuel Poulain était aux premières loges, pas pire. Oui, le duet of filet mignon with brandy peppercorn sauce. Et la crème brûlée pour le dessert. Donc, c'est ça. C'était. Mais plus sérieusement, bon, qu'est-ce qui s'est jasé là-dedans dans cette fameuse rencontre-là qui a commencé précisément à 11h32 et qui s'est terminée à 14h18 après la conférence de presse? On a des détails quand même assez précis de toute cette histoire-là. Mais essentiellement, Trump est arrivé là avec l'idée de dire on mouche sort de 17 avec un cessez-le-feu. Finalement, il est sorti de là avec rien. Mais il a abandonné, en fait, suite à la rencontre, l'idée d'un cessez-le-feu parce que Poutine, lui, dit moi, ce que je signe, c'est un deal de paix. Les affaires on passe par un cessez-le-feu, tout ça, j'en veux pas. Fait que c'est une entente de paix ou c'est rien. Donc, c'est à peu près ça qui s'est signé. Il veut probablement ses territoires aussi. Ben, ses territoires. Les territoires qu'il a volés, on s'entend. Oui, ben c'est ça. Donc, les concessions territoriales, l'Ukraine devrait céder, dans ce qui est entendu, l'Ukraine devrait céder Donetsk et d'autres zones, dans le fond, qui ont été conquis dans le Donbass. La Russie garde la Crimée et un couloir terrestre qui passe au travers de l'Ukraine pour aller jusqu'en Crimée. En retour, on dit que la Russie promet de ne pas attaquer et concède à l'Ukraine le territoire de Koursk. Donc, qui est c'est ce qu'ils ont volé au nord de l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont volé au nord ou nord-est de l'Ukraine, qui est un territoire russe. Donc, c'est essentiellement ça qui a été discuté. Là, la suite de ça, c'est parce que c'est ça qui nous intéresse le plus là-dedans, là, parce que Zelensky, dans un premier temps, n'était pas là, évidemment. Et donc là, il va y avoir une rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche. J'ai vu qu'il y avait déjà un feed live que les gens peuvent voir, peut-être au moment où le podcast sort. Il ramène ici dans le petit bureau aval. Là. Oui, sauf que cette fois-ci, pour le protéger d'un éventuel shit show, apparemment, les leaders européens, donc c'est ce qu'on dit dans le Wall Street, European leaders to join Ukrainian president in visit to Oval Office. Donc, on dit que qui sera là exactement? Les leaders, donc Starmer, Macron, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande et von der Leyen de l'Union européenne. Je ne sais pas trop ce qu'elle fout là, mais c'est pas grave. Au final, ça va moins être un shit show que la dernière fois que Zelensky est allé voir Trump dans son bureau. Et je sais pas si on peut dire ça tout de suite. Ça reste Donald Trump. Moi, j'attendrais d'avoir vu cette affaire-là avant d'être sûr. Mais les images, je pense, de la rencontre parlent plus que la rencontre elle-même, j'ai envie de te dire. Parce que il y a eu tout un numéro de... Tu sais, les fameux trucs à la alpha à Trump, là. Voici, je te serre la main, je t'arrache quasiment la main. Il y a eu beaucoup de trolling au travers de ça. Il y a eu... donc, je vais vous présenter une couple de petites clips que j'ai trouvé quand même assez intéressantes. Donc, premièrement... On s'entend dans l'image des gens, depuis le début de cette histoire-là, depuis que Trump est retourné à la présidence, on a tous l'impression pour l'instant que l'homme fort, c'est Vladimir Poutine. Dans le sens que Trump a essayé d'imposer ses désirs, puis Poutine n'a pas bronché pantoute depuis le début. Fait que l'image de l'homme fort, à date, c'est Poutine qui l'a et non pas Trump. Ouais, puis c'est Trump qui est pogné avec l'image de « je suis le pantin de », tu sais. Ouais, exactement. Fait que là, il faut qu'il se trouve un moyen de se promener là-dedans sans trop faire de concessions, mais en montrant aussi qu'il est... Et là, donc là, il a sorti le playbook à la Trump intégrale, c'est-à-dire, je vais essayer de l'intimider avec des gestes. C'était clair que c'est ça qu'il allait faire. Moi, je n'étais absolument pas surpris par ça. Fait que la fameuse poignée de main, viens ici que je t'arrache le bras. T'as vu ce qu'il a fait? Il donne même des petites tapes à la main. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Poutine, c'est pas un grand monsieur. Hein? Fait que ce type d'image-là,
où est-ce que Trump s'impose physiquement avec lui, ben ça bénéficie beaucoup plus Donald Trump que Vladimir Poutine. Exact. Et là, check ce qu'il a fait, man. Pendant oui, l'arrivée ça, sur le c'était tapis troll en rouge, sacrifice, ça. il fait passer au-dessus de la tête des avions, je pense que c'est les B-2. Ouais, ouais. They are stealthy, man. They are stealthy. Fait que clairement, Poutine les a vus et c'était l'objectif. Et Trump a dit Look at those great planes. We have wonderful planes like that. They could obliterate us right now. If I tell them. Il y a juste un problème. Le seul problème là-dedans, c'est que moi, comme je disais un matin dans ma chronique radio, moi, je pense que la vaste majorité des leaders dans le monde, là, que ce soit Macron ou un autre, là, ou un leader moyen-orientaux, whatever, ils arrivent dans un sommet en Alaska avec Trump, ils passent proche de les arracher à la main avec la petite tape, puis ils te passent un B2 en haut de la tête. Moi, je pense que la plupart de ces gens-là chient dans leur culotte. Là. Ouais, et c'est ça le stratagème de l'histoire, c'est l'intimidation, l'épreuve, montrer que tu as de la force, montrer que c'est toi le leader. Mais je pense pas que ça marche avec Poutine, ça. Moi non plus, parce que Poutine, dans le fond, son plus gros avantage, puis lui, dans sa tête, il le sait, c'est de dire « Hey man, quand t'as perdu tes élections, j'ai eu la paix de toi pendant 4 ans. Puis éventuellement, tout ce que j'ai à faire, c'est me rendre à quoi? 2028, puis j'ai la paix de toi après. Moi, je vais être encore là. Je suis là depuis 20 ans. » Tu sais, c'est ça aussi. Ces leaders-là dictatoriaux, un peu, ces bars, ben, ils sont là en permanence. Hein. Tandis que les présidents américains changent à tous les 4 ans. Là. Ben, t'as eu un peu mort de rire. Là. Le méga troll de la fin de semaine, c'est Sergei Lavrov. Là. Le gars qui est ministre des Affaires étrangères depuis 25 ans. Check avec quel T-shirt qui arrive. Il arrive habillé avec son petit truc Michelin. En dessous, il y a un T-shirt de l'Union... Ben, il y a un chandail de l'Union soviétique. Tout le monde s'est tourné et a fait comme « What the fuck, man? » Le gars... Tout le monde dit « Ah, la Russie, c'est visée impériale. » Le ministre des Affaires étrangères, il arrive avec un truc marqué OCCP dessus. Ouais, c'est louche. Non, mais la réalité... Ça des deux bords, là. Ben moi, je pense qu'ils se sont fait out-troller par les Russes, en fait. C'est ça un peu la morale de ce que j'ai vu en fin de semaine. C'est le vendredi. Et la conférence de presse, là, si vous voulez l'écouter intégralement, elle dure 12 minutes. C'est pas long. Sur 12 minutes, là, Trump parle 2 minutes et demie et le reste du temps, c'est Poutine qui, pendant 6, 7, 8 minutes à peu près, parle en disant « Trump est extraordinaire, il a compris qu'il fallait une paix durable, il veut le bien pour son économie, we're looking forward to work together. » Ça, c'est genre, si ça chie dans la pelle, c'est de ta faute, mon homme. Ben ça, puis c'est parce que je vais vous faire jouer dans quelques instants. J'ai fait entendre ce matin à la radio, mais je pense que ça vaut la peine pour les auditeurs qui n'entendront peut-être pas cette chronique-là de réentendre. Là. Mais Stephen Harper qui parle de Poutine, là, il explique extrêmement bien la psychologie du bonhomme et à qui on a affaire. Okay? Un individu extrêmement rusé qui sait se servir des faiblesses de son adversaire pour lui piler sa tête. Et pensez à c'est quoi mettons, ça pourrait être quoi les faiblesses de Trump? Est-ce quelqu'un qui est vulnérable à la flatterie et la flagornerie? Beaucoup! Je pense que oui, moi. Et il y a un bout particulier là, dans son intervention. Portez attention à ce qu'il dit. Il dit « C'est un maître dans l'art de te faire croire qu'il est de ton bord alors qu'il ne l'est pas. » OK. Donc, ça va comme si ça dure juste 1 minute 30, mais je pense que ça vaut la peine de l'entendre. Vladimir Putin is a real-life Bond villain. Like, he really is. Except I never saw any sense of humor, although one of my colleagues saw, he did say one time he heard Putin laughing at a very macabre joke. He and I, had a notoriously bad relationship by the end, quite deliberate on my part, actually. But he's, in many ways, a very impressive individual. Vladimir Putin is very smart. He is very smart. He is very hardworking. He's extremely disciplined. He would come into any meeting I ever saw just fantastically well briefed.
And he is a real, psychological expert. He's a, former intelligence officer. And I watched Vladimir Putin. He was very good at sizing up people's weaknesses and exploiting them and getting them to think he was on their side when he wasn't. I watched this over and over again with this guy. He has a lot of great attributes. And the problem is, though, that, there's a big problem. He's an evil man. Like, he took what is a fledgling democracy and turned it back into a tyranny. He is creating no institutions, no long-term plan for Russia. He will leave the country poor and in chaos when he goes. And I think this is a real tragedy for Russia. And in a sense, it's a tragedy that somebody with his ability just wasn't imbued with any sense of ideals or higher purpose. Hey, pensez à ce qu'il vient de dire, puis regardez le sommet qui s'est passé. Là. Le type a fait croire à Trump qu'il est de son bord, first of all. Et deuxièmement, il a su tirer avantage des faiblesses de l'autre. Et tu sais, quand il dit au début, c'est un gars qui est extrêmement impressionnant parce qu'il arrive préparé, là, mais comme j'ai rarement vu des gens arriver préparés, il connaît tout, il sait tout à propos de tout. Et Trump, il vous donne-tu l'impression d'un gars qui est très préparé? Moi, ça me donne l'impression d'un bonhomme qui il se fie sur son... Moi, je pense que Trump, c'est un gars instinctif. Ouais. Le gars, il est purement dans l'instinct. Il se pense qu'il saisit bien les gens, puis il va te rentrer dedans. C'est pour ça que souvent, on sort des clips de lui ou les médias aiment sortir des clips. Ah, il a dit n'importe quoi. Il a dit qu'il y avait 30 millions de telle affaire. En fait, c'est 2. Moi, je pense que ça, c'est pas parce qu'il est le gars, il est cave, c'est parce qu'il n'est pas tant préparé que ça. C'est un gars instinctif. Ben, il y a une raison aussi pourquoi la diplomatie, généralement, ne se fait pas de la façon que Trump l'a fait. Généralement, la diplomatie, c'est plate, là. Tu sais, c'est comme les diplomates des deux pays se rencontrent, ça jase derrière les rideaux, ça négocie des plans, ça gosse sur des virgules, puis au bout de 2-3 semaines de discussion, il sort un genre de document de la patente. Puis là, les dirigeants arrivent, serrent la main, signent, puis tout est réglé. Ça, en général, c'est de même que ça fonctionne. Trump fonctionne pas comme ça. Non. Trump veut faire des face-à-face avec le leader de l'autre camp. Il veut le ridiculiser, il veut l'intimider, il veut jouer dans sa tête. Ça marche tant aussi longtemps que tu es capable d'intimider quelqu'un. Je pense que Vladimir Poutine, par contre, c'est quelqu'un que tu peux pas intimider tant que ça. C'est quelqu'un qui est willing de jouer cette game-là aussi. Il n'a pas peur de jouer cette game-là. Dans ces circonstances-là, Trump aurait avantage à utiliser les canaux diplomatiques habituels. T'sais, je veux dire, avec la Russie, là, je pense que tu devrais négocier cette paix-là, non pas en avant des caméras, mais en arrière. Puis, faites votre job, genre, mais prenez la voie plate. C'est moins spectaculaire, mais ça risque de donner des résultats. Parce que présentement, dans l'affaire de l'Ukraine, c'est artifice par-dessus artifice par-dessus artifice. Oui. Promesse par-dessus promesse de la part de Trump que je vais te régler ça en 100 jours, tu vas voir, ça va aller vite. Puis ils vont arrêter, ils vont se coucher tous les deux, blablabla. Bla, bla. Il a essayé d'intimider Zelensky à fond de train, puis ça a quand même, ça avait fonctionné un peu, cette partie-là. Mais je veux dire, il est incapable d'intimider Vladimir Poutine. Puis dans cette situation-là, ben, c'est Poutine qui essaie d'en profiter. Il dit, il y a un bulldog qui fait la job à ma place. Fait que, moi, je vais essayer de sortir de là avec le meilleur deal possible parce que Trump s'est barré les pieds en se mettant lui-même des deadlines irréalistes pour régler cette guerre-là. Il est arrivé, il dit, moi, je suis Donald Trump, tassez-vous, 100 jours, ça va être réglé. Les deux vont se coucher, pipi gazette, c'est fait. Non, pire que ça, Yann. Au départ, il a dit, quand je serai président élu, en dedans de 24 heures, c'est fini. Ben, c'est ça, je pense que... Quand tu fais face à un stratège comme Poutine, ben, tu t'es peinturé dans le coin, puis tu t'es organisé pour, peu importe ce qui allait arriver, tu vas perdre. T'sais, parce que même si, mettons, ça fonctionne, puis c'est réglé dans une couple de jours. Là. Dans une couple de jours, c'est vraiment fini, il y a la paix en Ukraine, puis tout ça, c'est terminé. Là. Ben, Trump a perdu quand même. Parce qu'en bout de ligne, il n'a pas livré la marchandise. Il n'a pas livré ça dans les délais qu'il allait dit qu'il allait le faire. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qui crée des déceptions, puis ajoute plusieurs déceptions sur plusieurs sujets, ben ça finit que tu as des partisans qui sont moins enthousiastes. C'est pas pour rien qu'il avait perdu l'élection à un moment donné, en 2020 aussi. C'est que tu as une diminution d'enthousiasme parce que tu as des défaites, mais c'est self-inflicted parce que tu as mis les attentes trop élevées tout le temps. Mais en même temps,
la compétition est tellement faible. Oui, ça oui. Dans le sens, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez cette rencontre-là, puis c'est Kamala Harris. Ben, elle finit dans le suburban en train de broyer. Ouais, ben en fait, je pense que ces rencontres-là n'ont même pas lieu, dans le sens qu'elle appelle Vladimir puis il raccroche. Tu sais, je pense que Biden, il peut y aller, mais il ne sait pas qui est là. Non, il l'appelle Gorbatchev pendant une demi-heure. C'est comme weird, genre. T'es comme dans un catch-22, peu importe ce qui se passe, mais tu sais, en même temps, tu te rends compte, on a-tu réellement d'affaires là? Tu sais, les peuples d'Amérique du Nord, là. Est-ce qu'on a d'affaires à se mêler de ce conflit-là? Conflit qui, à la base, c'est un peu de notre faute. On a essayé de rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, puis à un moment donné, Poutine a dit non, puis c'est assez. Ben, c'est la raison pour laquelle ça nous concerne à quelque part. Quand je dis nous, je parle l'Amérique, puis les États-Unis à fortiori, c'est que l'OTAN, c'est les États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est eux autres les bailleurs de fonds, c'est eux autres qui amènent le cash. Fait que ça les concerne par la bande. Là, les pays européens sont dans le double down tout le temps, mais je veux dire, c'est un peu les États-Unis qui sont pognés avec la patate chaude au final. Ceux-là qui ont vraiment beau jeu là-dedans, en fait, c'est l'Union européenne. Et là, tu te dis, Christy, vous autres, vous continuez d'attiser le feu, vous continuez de foutre la merde. C'est sûr que vous êtes à côté de l'Ukraine, fait que vous avez plus de chances de subir les conséquences. Vous l'avez subi d'ailleurs d'un point de vue économique avec le gaz naturel. Mais Christy, au final, c'est pas vous autres qui agissez pour régler le conflit. C'est les États-Unis qui fournissent le plus d'armement, le plus de financement. Puis au final, c'est les États-Unis qui sont pognés pour négocier la paix éventuellement. Mais tu sais, je veux dire, c'est les shit européennes, cette affaire-là. Là. À un moment donné, moi, je pense que l'appétit américain pour se mêler des conflits internationaux est en chute libre depuis longtemps. Puis ça va être le dernier clou dans le cercueil du policier, du gendarme mondial. Là. Oui. Quand ça va être réglé, le conflit Ukraine-Russie, là, les États-Unis vont rentrer dans leur terre et ils se mêleront plus vraiment de ce genre de conflit-là dans le futur, je pense. Quand je te disais que Poutine pesait ses bons pitons, I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump is saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. T'as compris ce qu'il vient de dire, là? Il dit que t'aurais pas été mieux que Biden, by the way. Ouais, mais il dit... Il dit, quand le président dit que s'il avait été là, il n'y aurait pas eu de guerre, I quite can confirm that. Donc, il dit, il est en train de dire, il est en train de valider, en fait, le récit de Trump que si les démocrates n'avaient pas été au pouvoir, il n'y aurait jamais eu la guerre en Ukraine. OK, j'avais mal compris. C'est ça qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait en faisant ça? Oh, il flatte. Ça a été ça, là, pendant... Moi, je l'ai écouté au complet. C'est ça pendant, je vous le dis, 7-8 minutes de temps. Et c'est là, pas... qu'est-ce qu'il va tirer de ça? Est-ce qu'on y croit vraiment au scénario de paix? Parce que je pense que tu nous disais un peu en pré-show, là, c'était... ou peut-être pendant le show, je suis rendu mêlé un peu, mais en gros, les cessez-le-feu, ça intéresse pas Poutine. Là. Lui, c'est la paix ou la guerre. Les genres de solutions intermittentes entre les deux, ça... pas intéressant pour lui. Mais tu sais, on va-tu vraiment aboutir avec un traité de paix dans cette affaire-là? Tu sais, Zelensky, moi, je trouve c'est vraiment fucké cette affaire-là parce que Zelensky, la paix, ça veut dire aussi élection, puis ça veut dire que son mandat de président est terminé. Tu sais, c'est comme présentement. Ça veut aussi dire qu'il passe à l'histoire comme le gars qui donne le tiers du pays à une puissance étrangère. Ouais, exactement, tu sais. C'est vraiment fucké, mais l'Ukraine est définitivement le pays qui a le plus avantage à ce que la guerre finisse demain matin. Tout le monde comprend ça. Là. Ils perdent du monde comme c'est pas possible. Mais dans les trois, là, entre Trump, Poutine et Zelensky, l'individu qui a le plus avantage que ça continue, c'est Zelensky. Ouais, c'est ça. C'est fucked up. Là. Oh, ouais.
Le président du pays qui se fait martyriser carrément dans cette guerre-là, lui, il n'a pas avantage que ça arrête. Ouais. By the way, on s'excuse, il y a des petits problèmes de son aujourd'hui. On ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a tout le temps de quoi qui buzz. Là, tu parlais puis je t'entendais genre cric, 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 cric. Fait que j'imagine que les auditeurs l'ont entendu aussi. On s'en excuse. On va travailler là-dessus pour ne plus que ça se reproduise. On va essayer d'identifier les causes de ça. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça. Là. Il y a eu des mises à jour de driver. Puis, c'est de la crise de merde, ces affaires-là. Là. Acheter des affaires qui sont plug and play. C'est ce qu'on peut dire. Parce que Chris, quand il y a une patente de même, ah oui, mise à jour de telle affaire, Chris, il n'y a jamais rien qui marche. Là. Ça va être mise à jour, après ça ne marche plus. Ben c'est ça. Dans le fond, c'est la question que tout le monde se pose. Ça va être quel genre de deal de paix que tu peux avoir? Parce que là, si c'est un. En fait, en ce moment, si tu vois que ce que les Russes qui cherchent, c'est pas un deal de paix, c'est une concession carrément. Là. Ben oui. En fait, c'est un acte c'est un acte de soumission, en fait. Fait que là, c'était l'article dans le Washington Post de ce matin, c'est à quoi s'attendre de la rencontre de ce matin. Bon, ben, à quoi s'attendre? C'est parce que tout le monde, en fait, veut, comment je pourrais dire ça? Personne veut donner du lest là-dedans. T'sais, que veut Zelensky? Zelensky insiste depuis longtemps sur le fait qu'un accord de cessez-le-feu ou une réduction des hostilités devrait être une condition préalable aux négociations visant à mettre fin à la guerre, une position reprise par les dirigeants européens. Fait que Zelensky, l'Europe dit une affaire, mais Poutine a rejeté à plusieurs reprises ses appels, arguant qu'il s'agissait d'une question complexe dont les négociations prendraient beaucoup de temps, une position que l'Ukraine et ses alliés ont qualifiée de tactique dilatoire pour permettre à la Russie de réaliser davantage de gains sur le champ de bataille. Zelensky, il y a ça, mais tu sais, Zelensky, n'oubliez pas une affaire, lui, il préfère le cessez-le-feu que la paix, parce que le cessez-le-feu ne retourne pas en élection. La paix le retourne en élection. Oui, puis le cessez-le-feu ne l'oblige pas à officiellement concéder. C'est ça. C'est ça l'affaire. Là. Zelensky et la plupart des Ukrainiens ont rejeté les demandes de Moscou selon lesquelles Kiev devait céder officiellement les 5 régions ukrainiennes envahies par la Russie, y compris la Crimée. Mais ça, je veux dire, c'est... C'est 2014. Mais moi, je les comprends dans le sens que... Chris, il y a encore du monde au Québec qui rote parce que le Labrador a été vendu. C'est vrai. Vendu ou cédé ou je ne sais plus trop. Là, je me souviens plus c'est quoi cette histoire-là. Mais Chris, il y a encore du monde au Bloc québécois qui mettent des cartes du Québec dans lesquelles le Labrador est dans le Québec. Imagine-toi, puis ça n'a pas été envahi par la force. Y a pas de... Fait que, je les comprends, les Ukrainiens. Là. Probablement que si on était Ukrainiens, il n'y a pas personne de nous autres qui dirait qu'on cède ces territoires-là, on va se battre jusqu'à la mort, puis tout ça. Mais... on est dans un monde où est-ce que les territoires et les frontières ne bougeaient plus. Comme humain là, mondial, là, on voyait plus ça, des frontières de pays changer à cause d'une guerre. Mais ça reste que c'est un blip dans l'histoire de l'humanité, des frontières qui ne changent pas, qui a duré quoi, 50, 60 ans? Mais c'est ça qui n'est pas normal, que les frontières ne changeaient pas. Historiquement, dans l'histoire humaine, les frontières bougent tout le temps suite à des conflits armés. C'est une bonne chose? Je pense pas que c'est une bonne chose, mais il faut quand même se rendre compte que ça a toujours été comme ça. Fait que là, tu es là, tu dis, on reprend la direction d'un pays intimide l'autre, rentre en guerre contre lui pour aller conquérir des territoires, puis on lui donnerait raison. C'est comme un précédent qu'on voudrait pas activer parce qu'on se dit, crime, ça n'a pas d'allure, ça va dégénérer par après. Mais en même temps, tu regardes l'histoire de l'humanité et tu te dis ça a toujours fonctionné de même. Là. Ouais. Avant 1809, le Labrador était situé dans le Bas-Canada et dans la province de Québec. En 1927, le Conseil privé de Longue Tranche, que ce n'est pas les quelques milles de côte que Terre-Neuve possède, mais bien l'ensemble du Labrador. Encore aujourd'hui, les frontières de cette décision sont maintenues, mais le gouvernement québécois a toujours contesté cette décision et encore aujourd'hui, il ne reconnaît pas officiellement cette frontière. Bon. OK. Vous avez compris, là? C'est un truc relativement insignifiant, c'est peut-être pas le bon mot, là, dans le sens que je comprends que c'est une terre avec des ressources, il y a probablement des mines là-dedans, puis un potentiel hydroélectrique, là, entre autres Churchill Falls. Mais en fait, l'histoire de Churchill Falls a un rapport avec ça. Les Québécois ont toujours considéré que, le gouvernement du Québec a toujours considéré que le fait qu'on fourrait les Newfies là-dedans, c'était une compensation pour le vol du territoire. Et donc, vous avez imaginez, là, ça, c'est juste le fucking Labrador. Là.
Imagine après que le tiers de ton pays s'est fait gruger par des forces armées. En bout de ligne, du côté nationaliste, culturel, ça restait quand même des territoires russophones. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'es tout le temps là, tu dis c'est quoi la bonne solution? Ben, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'ils sont faits pour tout le temps se taper dessus un peu, ceux-là. Là. Ouais. Mais moi, je pense que la solution fait, à un moment donné, les États-Unis d'Amérique là, ne font pas partie de la solution. Tu sais, ça devrait, à un moment donné, il va falloir que ça arrive, là, mais que les États-Unis font juste, garde, nous autres, là, c'est la sécurité intérieure qui nous intéresse, puis la sécurité du commerce. Tu sais, pour les États-Unis, là, de leur côté, là, ils protègent même pas des voies maritimes importantes avec l'Ukraine. Il n'y a pas un commerce développé tant que ça avec l'Ukraine. Tu sais, ils sont comme genre pognés là-dedans à cause de l'OTAN, puis ceux-là qui en bénéficient réellement, c'est l'Europe. L'Europe, eux autres, l'Ukraine, c'est vachement important pour l'agriculture, mais aussi pour le gaz, ainsi de suite. Fait que pour l'Europe, c'est super important, mais les États-Unis sont comme genre, ouais, mais moi, non, c'est pas important pour moi. Fait que ces intérêts-là, à un moment donné, vont se dissocier. Ben, les États-Unis vont arrêter de défendre l'Europe, puis l'Europe va arrêter de dépendre des États-Unis. Ben, c'est pour ça que les États-Unis essayaient de sécuriser un deal sur les terres rares, pour justement se donner un avantage là-dedans, pour essayer, entre guillemets, de se repayer pour le support qui a été donné. Et juste dire aux gens que si la petite clip de Harper, tantôt, là, ça faisait référence à un truc qu'il y a eu au mois de juillet. Maxime avait fait un article là-dessus. Là, si vous voulez en savoir plus, c'était dans le cadre d'un... en fait, c'était dans un truc à Saskatoon où il y avait un genre de panel, tout ça, puis Harper était là-dedans, ça parlait d'économie, de protectionnisme, de la Chine, de toutes sortes d'affaires. C'est super intéressant. Fait qu'il y a un article là-dessus qui s'appelle « Harper recadre Trump à Saskatoon et défend le libre-échange ». Donc, vous pouvez le retrouver sur Pilule Rouge. Ça, c'est vraiment intéressant de retourner voir ce qui a été dit là-dessus. Mais c'était ce petit passage-là sur Poutine que je trouvais intéressant parce que je pense que les gens sont beaucoup trop dans la morale dans cette histoire-là et trop peu dans l'analyse. Moi, je pense qu'on est face à deux géants, entre guillemets. Là. Et moi, je pense que la technique Trump, c'est-à-dire avoir le dessus, vous l'avez vu dans le bureau ovale avec Zelensky. Clairement, il y avait une démonstration de c'est qui le boss site? C'est moi. Et ça paraissait que dans ce cas-là, c'était évident que c'était pas Zelensky le boss de la shit. Ça fonctionnait. Puis ça fonctionnait. Avec Carney, ben d'ailleurs, man, avant de remercier les commanditaires, la déclaration de Carney est totalement lunaire. Moi, je l'avais zéro vu venir. Là. Donc, il a publié ça sur son X. Juste, je vous le mettre ici. Mark Carney. Ça confirme notre insignifiance canadienne dans cette histoire-là. Non, mais check ça. En pleine patente où on nous dit qu'on est en guerre commerciale, puis moi, j'ai zéro compris cette sortie-là. Déclaration du premier ministre Carney suivant le sommet de l'Alaska. Le leadership du président Trump et des États-Unis donne l'occasion de mettre fin à la guerre illégale de la Russie en Ukraine. Pour parvenir à une paix juste et durable, il est essentiel d'avoir des garanties de sécurité robustes et crédibles. Je salue l'ouverture des États-Unis à offrir des garanties de sécurité dans le cadre des efforts de la coalition des volontaires, blablabla, blablabla, blablabla. Ben, on dirait que ça a été écrit par les États-Unis, puis dit... C'est comme si les diplomates américains ont dit « Ça, c'est ta déclaration, sors-la. » Ouais, mais là, c'est pas ça, je dirais. Ferme ta gueule, puis sors-la. Elbows up. Il a l'air d'un poppy, man. C'est le poppy de Trump, Carney. Mais moi, ça me fait tilter. Tu regardes les sondages d'opinion, le gars était caracole en tête des sondages. Les Canadiens sont prêts à y manger les coudes tant qu'il veut. Mais depuis qu'il est élu, il s'est effoiré en avant de Trump, mais comme une lavette. Là. Non, ça a été écrit par les diplomates américains, cette affaire. Ah non, t'as raison. Ce post-là a été écrit par Marco Rubio. Là. C'est quasiment ça. Là. Puis ils ont dit, garde, signe en dessous. Là. Au pire, on va te passer l'auto-pen à Joe Biden, puis tu signeras ton nom de manière automatique. Remercions nos commanditaires, la gang de ranchbrand.ca pour les meilleurs vêtements de country au Canada. Vous avez votre petit code Yann10 pour le 10% de rabais.
C'est bien intéressant. Ready for Canada, on le sait, les règlements, tout ce qui a rapport avec l'immigration, ça change, ça va, ça vient. Donne-moi un formulaire, je te déchire le tien. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que faites affaire avec des pros, puis ils vont pouvoir vous aider. Et la gang de TLF Dessin, si vous êtes dans le domaine de la construction, ils ont travaillé sur des gros projets comme le pont Champlain, notamment. Donc, contactez-les, ils sont dans le dessin industriel, les plans 3D, ils se déplacent ces chantiers pour tous vos besoins. Fait que contactez-les, puis allez faire un tour sur leur site web, TLF Dessin. Puis je vais faire ma business à moi aussi. Je la fais pas souvent parce qu'on est quand même beaucoup de commanditaires, mais là, on a un petit break pendant une semaine. Fait que votre conseiller.net, cabinet de services financiers, besoin d'assurance en assurance vie, assurance invalidité, et également vos placements, régime d'épargne-études, REER, CELI, projection de retraite. Contactez-nous, vous allez pouvoir parler à un de nos conseillers. On est 5 conseillers dans l'équipe pour vous aider. On s'en va sur la partie Patreon pour le reste du show. Il reste 1 heure, 5 minutes de show minimum, peut-être même 1 heure et quart selon nos habitudes. Puis ça risque d'être intéressant. C'est là qu'on est décomplexé un peu. C'est là que les gens trouvent le show le plus authentique. On essaie moins d'avoir de beats, plus d'analyse, plus de profondeur, plus d'imitation de la part de Frank. J'ai pas écouté le show de la semaine passée, mais j'ai vu passer les commentaires. Par contre, tu as l'air de t'être gâté côté imitation. Il paraît que tu as fait l'imitation d'un Montréalais d'origine qui était assez phénoménal. Tu as imité Hubert Lenoir aussi. Ah oui, je ne me souviens plus pourquoi, mais bref, on avait vu une clip de lui, puis je dis bon, ça y est. Est-ce que tu as un deep throat? Non, j'avais pas de trophée. Sinon, c'est sûr que je l'aurais fait.